j'ai vu une question au sujet de la culpabilité. Comment est-ce que nous pouvons affronter cette culpabilité, celle de nos parents ou notre propre culpabilité? Oui, d'accord. Alors, je vais maintenant mettre ma casquette de thérapeute. D'accord. En tant qu'enfant, j'ai ressenti le fardeau d'être un fardeau. Et c'est le droit inné de chaque enfant de faire l'expérience d'être désiré, d'être voulu, de faire l'expérience que l'autre personne a du ravissement à ce qu'on soit là. Et quand on est enfant, on sait cela. Et donc, on aspire à cela, on le cherche. Néanmoins, ce que nous faisons comme substitut à ce sentiment d'être désiré, c'est que nous faisons appel, nous essayons de trouver des moyens dont les autres peuvent avoir besoin de nous. Oui, donc je prends soin de mes parents, je regarde le monde en regardant comment est-ce que les autres peuvent avoir besoin de moi pour que je ne sois pas abandonnée, rejetée ou laissée en arrière. Et après, je deviens professionnelle de la santé médicale, mentale, où je trouve d'autres moyens dont les autres auront besoin de moi. Et pourtant, cela n'arrive jamais complètement à atterrir en nous parce que nous n'avons pas vécu l'expérience consistant à être voulu ou à être l'objet du ravissement de l'autre. Et ce qui nous reste, ce sont le sentiment de culpabilité. Nous nous sentons coupables de ne pas faire suffisamment pour rassasier et combler les besoins des autres. Oui. Et donc, l'invitation, c'est de commencer à être ravi par soi-même, à trouver du ravissement en soi-même. Se dire à soi-même, je suis tellement heureuse que tu sois là. Je suis tellement heureuse que tu aies réussi à arriver jusqu'ici. Tu es extraordinaire. Ouais. Qui tu es plus qu'assez. Il s'agit de reconnaître que mes besoins sont réels. Mes besoins sont réels. Je suis réel, mes besoins sont réels, mes sentiments sont réels. Et c'est OK pour moi et acceptable et normal de prendre un espace, d'occuper de l'espace dans ce monde tel que je suis. Tel que je suis! Merci. J'ai une question. Alors, elle est en différentes parties. Alors, cette personne me dit, je travaille avec les réfugiés et les personnes ayant survécu à des traumatismes, mais pour être franche, il est très rare d'avoir des ateliers ou des activités avec les réfugiés sur le traumatisme transgénérationnel. Comment est-ce que nous pouvons améliorer cela dans un monde où il n'y a pas assez d'argent, pas assez de budget pour ce genre d'activité? Et cette personne nous dit qu'elle aussi a survécu au traumatisme. Ça, c'est la question de Hilaria. Oui. Comment nous pouvons améliorer cela? Comment nous pouvons aider? Oui. Il y a beaucoup d'études de recherche au sujet du trauma, de la transmission transgénérationnelle chez les réfugiés. Et c'est par ça que j'ai commencé. J'ai regardé ces recherches. Et pour moi, on aurait dit une liste de pathologies. Vous savez, la transmission transgénérationnelle de trauma, on disait que ça avait pour résultat l'attachement évitant, les problèmes à avoir des attachements sécures, des problèmes de codépendance, des problèmes d'addiction, culpabilité du survivant, d'accord? C'est comme une liste, une longue liste. Et même quand je me suis penchée sur cette liste liée aux dynamiques interactives des familles alcooliques, par exemple, ne parlez pas des problèmes familiaux, ne pas parler des problèmes familiaux, ne pas parler ouvertement, limiter la communication à l'extérieur de la maison. Rien n'est jamais assez bien, mais on est censé atteindre une perfection inatteignable. On doit travailler pour les autres et ne pas être égoïste. Et avant tout, faites ce que je fais et pas ce que je dis.
faites ce que je dis et pas ce que je fais et jamais on ne peut jouer. Et en fait, j'ai réalisé que ces dynamiques-là ne sont pas seulement les dynamiques de famille alcoolique ou dysfonctionnelles, mais ce sont les stratégies de survie pour les familles qui n'ont pas assez de ressources. Ne pas parler, ne pas faire confiance, ne pas ressentir, ce sont des stratégies de survie. Quand on fuit le communisme ou le fascisme ou l'homophobie qu'il y a dans un pays, on a besoin de recadrer la conversation par rapport à ce qu'on appelle jusqu'ici pathologie et parler de toutes ces choses qui sont basées sur la résilience et sur la force. Et avec la génération suivante, nous devons en parler parce que ce qui se passe, c'est que on met les choses tout ensemble. Quand j'étais jeune adulte, je mettais ensemble, j'amalgamais le trauma de ma famille et de mon peuple avec ma culture. J'amalgamais les deux. Et donc moi, je me suis retrouvé une cible de la blancheur intériorisée parce que je n'avais aucune idée que tous les adultes que je connaissais étant enfants étaient traumatisés. Et donc moi, j'essayais de me trouver une vie et de me créer une vie en ne réalisant pas que, c'est lié à cet événement qui nous est arrivé. Et j'aurais tellement aimé que quelqu'un m'explique cela quand j'étais jeune adulte. Ouais. Et je pense que c'est un point très tendre pour ceux et celles d'entre nous qui sommes enfants adultes de réfugiés, qui étions des enfants réfugiés. Je sens cet appel dans mon âme et je l'ai senti il y a des années quand il y avait ces bébés à la frontière du Mexique. J'ai senti cet appel à commencer à raconter mon histoire. Et quand j'ai commencé à raconter mon histoire, je ne faisais que pleurer. Je ne faisais que pleurer. J'étais toujours en larmes. C'était des interviews à la radio qu'on préenregistrait et le journaliste devait toujours arrêter l'enregistrement. Mais j'avais besoin de raconter mon histoire pour pouvoir aider la génération actuelle et les générations futures. Et donc, pour ceux d'entre nous qui sommes dans cet espace où nous nous identifions à l'immigration, à la recherche de refuge, je vous encourage à commencer à vous entraîner à partager votre histoire. Parce que quand nous racontons nos histoires, quand nous partageons notre histoire, nous offrons un espace en tant qu'égaux. Personne égale. Oui. L'effet du trauma, c'est que il nous prépare à une relation où il y a toujours supériorité et infériorité. On ne peut pas fonctionner en tant qu'égaux. Oui. Et les chants, les mouvements, les récits, les contes, la narration et le silence, tout cela, c'est le langage de ceux et celles parmi nous qui souhaitent vivre en communauté. Ouais, comme des personnes égales les unes aux autres. Poursuivre, oui, alors par rapport à... Merci pour tout ce que vous dites.